À présent, je donne la parole à son Excellence Monsieur Arnold Nicholson, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Jamaïque. Madam President, Excellencies, Madame la Présidente, Excellences, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole en cette session historique, la 70e, de l'Assemblée générale des Nations unies. Je présente à M. Morgan Sliketoff mes félicitations sincères à l'occasion de son élection à la présidence de la présente Assemblée. Nous sommes confiants que, sous sa direction très capable, la présente session inspirera ce qu'il a demandé en cette 70e année, un nouvel engagement pour l'action, pour la coopération internationale, en faveur de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et de la justice économique pour toutes les personnes. J'exprime également la profonde gratitude de la Jamaïque au président sortant, son Excellence Sam Kutesa de l'Ouganda, pour un remarquable travail réalisé au cours d'une année de grande portée pour les Nations unies. Madame la Présidente, en célébrant le 70e anniversaire de la création des Nations unies, réfléchissons sur sa valeur et le travail réalisé depuis le début. Nous concevons que les Nations unies sont loin d'être parfaites. Mais est-ce que l'on peut envisager le genre de monde qui serait apparu sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale sans les Nations unies? Nous reconnaissons le rôle louable joué par les Nations unies dans différents domaines, qu'il s'agisse du maintien de la paix, le développement humain, la promotion des droits de l'homme, à la codification du droit international et à la viabilité de l'environnement. Nous avons également, et nous apprécions, les travaux réalisés par les institutions spécialisées pour les progrès remarquables dans le domaine de l'agriculture, de la démographie, du travail, du développement industriel, de la santé et de la culture, parmi bien d'autres domaines d'excellence. Il s'agit là de résultats dont la communauté internationale peut être fière à juste titre. En même temps, nous nous rendons bien compte que tous les résultats ne sont pas remarquables et qu'il y a encore beaucoup à faire dans de nombreux domaines. Notre monde continue de connaître et la pauvreté et les conflits qui mettent trop de gens dans des situations vulnérables. La souffrance et l'inégalité demeurent généralisées et trop de personnes sont marginalisées et laissées de côté. Pour relever ces défis, nous devons faire plus et nous devons faire mieux. Il s'agit d'un moment historique et nous devons l'utiliser avec notre volonté collective de nous engager à nouveau pour que la 8e décennie dans la vie de l'organisation soit une période de progrès sans parallèle. Accordons la priorité à l'action par rapport à la rhétorique. Madame la Présidente, la semaine dernière, nous avons adopté le programme de développement universel le plus complet en faveur du développement durable que le monde ait jamais connu. Nous en attendons beaucoup de ce programme 2030, mais il nous faudra des efforts réels, l'exercice de volonté politique et la création de partenariats réels et durables entre et avec tous les États. Nous devons également dégager les ressources requises au niveau national, régional et international pour avoir plus de chances de réussite.
Le défi que représente le changement climatique est un défi lié à la survie même des peuples des petits États insulaires en développement, dont les vies et la survie en dépendent. Nous continuons donc d'appuyer, nous continuons de nous attendre, à un appui continu de la communauté internationale pour les PEID. Un élément clé de nos travaux sera de faire en sorte qu'au moment où nous mettons en œuvre ce nouveau programme de développement, nous tiendrons pleinement compte des responsabilités spécifiques des PEID et des défis économiques et sociaux persistants dans les pays dans des situations spéciales, comme les pays à revenus moyens. Cela va inclure l'adoption de démarches pour mesurer l'évolution reflétant la réalité de ces pays. Dans un autre rappel des conséquences dévastatrices et hors proportion des catastrophes naturelles sur les PEID, notre voisin, l'île de Dominique, lutte en ce moment pour se redresser après les dégâts provoqués par la tempête tropicale Erika. La Jamaïque s'associe à l'appel lancé à la communauté internationale pour venir en aide au peuple de la Dominique en l'aidant dans la reprise, la reconstruction et les efforts humanitaires qui sont nécessaires. Il est regrettable que cela ait eu lieu. En fait, un autre membre de la famille des Caraïbes, les Bahamas, sont maintenant en train de se redresser face à l'ouragan Joaquin. Malgré ce fait, néanmoins, la communauté internationale peut s'assurer que les conséquences des prochaines catastrophes naturelles sur nos petites îles pourront être mieux maîtrisées. Madame la Présidente, nous sommes fermement convaincus que les succès de notre organisation ces dernières années ont renforcé la valeur du multilatéralisme comme étant le meilleur cadre pour s'attaquer aux problèmes planétaires. L'adoption de la voie de Samoa et du programme d'action d'Addis Abeba sont des exemples récents de cet engagement en faveur de l'action collective. Le prochain test important pour le multilatéralisme va venir dans quelques semaines, lorsque nous allons nous réunir pour pour faire aboutir les négociations à Paris sur un accord mondial sur le changement climatique. Nous devons utiliser la dynamique qui est apparue au cours de toute l'année et œuvrer pour que la conférence sur le climat soit un succès pour nous tous. La viabilité de notre planète et la prospérité de nos peuples dépendent de résultats réels à Paris. Nous pouvons et nous devons le faire pour les générations actuelles et à venir. Nos profondes préoccupations à propos des changements climatiques soulignent et rappellent la nécessité urgente de protéger nos océans et les mers. En tant qu'hôte de l'Autorité internationale des fonds marins, la Jamaïque examine avec beaucoup d'intérêt tout ce qui touche à la préservation et l'utilisation durable des ressources des océans pour que cela avantage toute l'humanité. Nous exhortons à plus de vigilance de la part de nous tous. Accordons la priorité au développement durable sur les gains à court terme. Madame la Présidente, le maintien de la paix et de la sécurité internationale demeure un objectif urgentissime de notre organisation. Nous avons évité la guerre planétaire depuis 70 ans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons à faire face à des menaces d'une complexité croissante liées entre eux, des menaces à la paix, à notre sécurité, des conflits intra-étatiques. Les activités terroristes ont transformé le paysage géopolitique et accru les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Dans son rapport annuel, le secrétaire général rappelle ce qui s'est passé, et c'est inquiétant,
événements dans lesquels des millions de personnes se trouvent bloquées par des conflits, par des crises, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Des millions de personnes souffrent des attaques brutales d'extrémistes violents tels que ISIS, Boko Haram et Al-Shabaab. La criminalité transnationale organisée à la présence d'armes de destruction massive continue de menacer la paix et la sécurité internationale, alors que la prolifération d'armes classiques entre les mains d'acteurs non étatiques représente un énorme risque pour de nombreux pays et régions. Face à ces crises, les peuples se tournent vers les Nations Unies pour trouver des solutions pour faire cesser ces souffrances humaines. Or, l'organisation n'a pas été en mesure de proposer des solutions face à de nombreuses situations, remettant sa crédibilité et sa pertinence en question. Nous devons admettre que les réactions traditionnelles dans le domaine de la paix et de la sécurité ne correspondent plus aux conflits très différents d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la Jamaïque salue l'initiative tout à fait opportune du secrétaire général d'examiner et d'évaluer l'architecture du maintien de la paix entreprise par le groupe de personnalités éminentes de haut niveau indépendantes sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Nous nous félicitons des résultats et du plan d'action énoncé par le secrétaire général. En tant que pays qui est fier de contribuer au maintien de la paix, la Jamaïque souhaite continuer de participer aux discussions ici à l'Assemblée générale et procéder à un partage de leçons que nous avons tirées sur les façons dont notre compréhension améliorée des nouveaux contextes dans lesquels les soldats de la paix sont déployés pourrait aller de l'avant. Nous, les Nations Unies, nous devons redoubler d'efforts pour trouver de nouvelles voies pour maintenir la paix et la sécurité, par le biais de démarches de prévention et la création de solutions durables. Forger des partenariats efficaces sera essentiel pour cela. L'histoire a montré à de très nombreuses reprises que lorsque les Nations Unies travaillent avec d'autres acteurs, dans le cadre de la communauté internationale, bien entendu, nous pouvons parvenir à des solutions efficaces et durables face à des défis qui semblaient impossibles à régler. Au moment où nous nous attaquons à ces menaces et aux violations de la paix et de la sécurité internationale, je lance un appel au Conseil de sécurité d'agir de façon plus décisive face à ces défis. Accordons la priorité à la paix sur les avantages politiques. Cela étant, l'Assemblée continue d'avoir à apporter des questions urgentes en matière de réforme du Conseil de sécurité. Heureusement, la décision de consensus de la 69e session de l'Assemblée générale est un appel pour que soient entamées des négociations de fond sur la base d'un texte au cours de cette 70e session historique. C'est un pas en avant important. Et la Jamaïque est honorée d'avoir apporté sa contribution en tant que président des négociations intergouvernementales au cours de la dernière session. Madame la Présidente, la Jamaïque est tout à fait consciente que dans notre région, comme ailleurs, la paix et le développement sont liés. Toutefois, il y a des dangers qui les guettent dus à des tensions sociales et politiques croissantes qui aboutissent trop souvent à des conflits. Pour cette raison, nous sommes heureux qu'à l'occasion du deuxième sommet de la CELAC qui a eu lieu à Cuba en 2014, notre communauté a proclamé l'Amérique latine et les Caraïbes en tant que zone de paix. La Jamaïque reconnaît que c'est par le dialogue et le respect mutuel que nous pouvons commencer à faire face à ces nombreux conflits. Nous sommes donc heureux de voir qu'il y a de meilleures relations entre deux de nos voisins les plus proches et nous demandons à l'administration des Nations Unies d'aller encore plus avant en levant immédiatement
le blocus économique, commercial et financier injuste contre Cuba. Le groupe a noté et salué les efforts des Nations unies et son secrétaire général pour mettre fin aux controverses opposant les deux pays. L'importance de maintenir les relations diplomatiques et d'avoir un dialogue doit être rappelée. La Jamaïque demeure préoccupée par la controverse frontalière actuelle entre le Guyana et le Venezuela. Ainsi, nous saluons la décision récente de nos deux voisins de reprendre le dialogue diplomatique afin de mettre fin rapidement à cette controverse. Le conflit a alimenter les crises humanitaires dans le monde, surtout au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Méditerranée et en Europe centrale, appellent notre attention urgente, tout comme les crises humanitaires qui affectent les peuples vivant dans les zones exposées aux catastrophes naturelles. Il est impensable que nous tolérions les souffrances énormes de millions de personnes, y compris les femmes et les enfants vulnérables. Soyons le gardien de notre frère et tendons la main dans l'esprit universel et éternel d'un amour. Comme l'a chanté le champion de la musique jamaïcaine, Bob Marley. Nous espérons que le sommet humanitaire mondial de 2016 sera un tournant quant à la manière dont nous, la communauté internationale, traitons de telles crises afin d'obtenir des changements et de les éviter. Je passe à présent au désarmement et à la maîtrise des armes. Ce domaine risque de devenir un objectif négligé et oublié des Nations unies. Malheureusement, le désarmement languit dans la paralysie depuis 19 ans. Les vastes dépenses consacrées aux armes et équipements militaires de tout genre qui représentent une part massive des ressources mondiales, pourraient être mieux canalisées vers le développement et le programme que nous venons d'adopter. Ce faisant, le monde serait non seulement plus prospère, mais également plus sûr. Nous sommes découragés par le fait que la communauté internationale n'a pas saisi l'occasion offerte par la conférence d'examen de 2015 du traité de non-prolifération des armes nucléaires et de faire des progrès importants en ce qui concerne son attachement à la cause de débarrasser le monde d'armes nucléaires. Nous devons redoubler nos efforts de désarmement en adoptant des démarches nouvelles et plus efficaces. Ainsi, la Jamaïque appuie les efforts l'impact en faveur d'un impact humanitaire sur les armes nucléaires et rejoint les appels de négociation d'un instrument juridiquement contraignant interdisant l'usage de ces armes, appuyé également par 114 États. Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est la prolifération des armes à feu, quelle que soit leur description, armes qui menacent la vie des citoyens, sapent l'état de droit, menacent la stabilité économique et sociale et alimentent le crime violent. Les fabricants de ces armes doivent exercer un plus grand contrôle et appuyer les efforts contre la prolifération. Le traité du commerce des armes entré en vigueur il y a moins d'un an peut apporter une contribution importante à ces efforts. Voilà pourquoi nous saluons le fait que la convocation récente de la première conférence des États parties a jeté la base pour une mise en œuvre intégrale et effective du traité, établissons des priorités de vision plutôt que
des priorités de gains à court terme. La promotion des droits de l'homme est un pilier majeur de la Fondation des Nations Unies. Nous devons continuer d'appuyer fermement la promotion et la protection des droits de l'homme, sachant que chaque être humain a la même valeur et la même dignité, a les mêmes droits inaliénables. Dans de nombreuses circonstances, les droits des plus vulnérables sont traités avec peu de considération. Souvent, les enfants sont exposés à la violence, sont victimes d'exactions, sont exploités, victimes de la traite, servant comme main-d'œuvre, se voient refuser leurs droits fondamentaux. Nous devons continuer d'agir fermement pour protéger nos enfants et pour garantir leurs droits. Les personnes handicapées sont également confrontées à des difficultés disproportionnées, entravant leur capacité à contribuer de façon efficace à leur communauté et société. La Jamaïque se félicite d'avoir passé récemment sa loi historique sur les incapacités, les handicaps. Nous cherchons ainsi à honorer nos obligations et à répondre aux aspirations de développement de cette communauté importante. Nous devons faire plus d'efforts pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées et nous saluons le nombre élevé de ratifications de la Convention au cours de l'année écoulée. Trop de femmes sont encore victimes d'atteintes à leurs droits humains. Elles sont trop nombreuses à être victimes de traite, de violence, de discrimination, d'un traitement inégal devant la loi, de subjugation et de domination. J'applaudis les efforts actifs de NUFAM de réaliser les droits des femmes. La Jamaïque se targue de sa législation sociale de longue date et des efforts faits pour défendre les droits des femmes, tout en reconnaissant qu'il reste encore un travail à faire pour être en conformité avec la déclaration, le plan d'action de Beijing. Le racisme, la xénophobie et autres formes d'intolérance raciale doivent être déracinées afin de contribuer à créer une égalité de chance pour tous les peuples. Le lancement de la décennie internationale des peuples d'ascendance africaine en décembre dernier est une évolution de nos efforts collectifs pour venir à bout de ces questions dont nous nous félicitons. À cet égard, je lance un appel aux États membres pour veiller à la pleine mise en œuvre de ce programme d'activité. C'est sur les fondements des Nations Unies se trouve l'Arche du Retour. Un monument a été érigé en l'honneur des victimes de l'esclavage et du commerce transatlantique. La Jamaïque et ses partenaires du CARICOM avec l'Union africaine ont été les chefs de file de cette initiative avec un soutien généreux aux membres. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ce monument, je vous incite instamment à passer quelques moments de réflexion précieuse devant ce monument. Ce monument qui montre que la discrimination raciale ne trouve pas de place dans ce monde. Ce message doit être transmis d'une génération à l'autre, établissant une priorité accordée au peuple et non pas au pouvoir. Durant cette 70e année, réaffirmons notre attachement aux principes directeurs de cette organisation, les plaçant fermement au centre de nos efforts pour atteindre nos objectifs communs. Il s'agit de l'égalité souveraine des États, qu'ils soient petits ou grands, l'observation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'égalité des droits
des femmes et des hommes, le respect de l'état de droit et de la Charte des Nations Unies, la promotion du progrès social et de meilleures normes de vie pour tous, ainsi qu'une croyance ferme que la diplomatie et non pas la force doit être notre recours pour régler les conflits et promouvoir le développement. Ainsi, établissons une priorité de notre attachement à l'action avec une ferveur et une résolution renouvelée. Et c'est dans ce contexte que je vous assure du soutien de l'action inlassable de la Jamaïque. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères.